tac, tac, tac. Donc, je disais, l'idée de la présentation, c'était de parler de programmation orientée objet, en essayant de passer en revue tout simplement quelques petits trucs, il n'y a rien de fondamentalement nouveau, mais de trucs qui existent dans la view et auxquels on pense pas forcément. Du coup, j'ai découpé la présentation un peu de la même façon que la dernière présentation que j'avais faite, à savoir, j'ai essayé de regrouper les petits trucs et astuces en 3 niveaux, par niveau de difficulté, mais bon, il n'y a pas vraiment de hiérarchie bien précise. Alors, pour commencer, donc du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce dont LabVIEW LVOOP, ça veut dire LabVIEW Object Oriented Programming. Donc, on va parler ici de programmation orientée objet sous LabVIEW, c'est-à-dire de la création et de l'utilisation de classes. Donc, dans LabVIEW, dans l'IDE, quand on va en haut à gauche dans le menu, on fait Fichier nouveau. Et la petite fenêtre contextuelle, elle nous permet de sélectionner un élément qui s'appelle des classes et on va pouvoir venir développer des choses à l'intérieur. Donc l'idée de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment pas d'expliquer ce que c'est la programmation orientée objet. Je vais considérer que toutes les notions qui sont affichées à l'écran sont déjà connues. Donc la notion de classe, la notion d'objet, de méthode, d'attribut ou d'accessoire. S'il y a des questions, on pourra y répondre, mais l'idée c'était de ne pas s'étendre sur ce genre de choses pour vraiment faire que du LabVIEW, quoi. Objectif de la présentation, passer en revue quelques petites choses qui existent, certaines autres qui existent mais qui sont un petit peu cachées, mais qui sont autorisées à utiliser, et essayer de voir comment on peut se simplifier la vie en faisant de la programmation orientée objet. Alors, petite slide qui n'a rien à voir avec les trucs et astuces. Quand est-ce qu'on doit utiliser de la programmation orientée objet? Donc, sujet à débat. Moi, mon point de vue, c'est tout le temps. Le débat. Perso, moi, je ne l'ai jamais regretté d'avoir mis de l'objet à un endroit dans un projet. Et très souvent, par contre, je me suis rendu compte que ça m'avait quand même bien simplifié le travail. Donc maintenant, je pars du constat que c'est presque tout le temps utile à le faire qu'à ne pas le faire, quoi. Surtout quand le projet il vise à évoluer dans le temps. Et bon, on pourra en discuter tout à l'heure autour d'un verre. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, quelques petits trucs simples. Quand on crée une classe dans la view, la première chose qu'on peut faire, c'est faire un clic droit dessus et accéder aux propriétés de la classe. On va passer un certain nombre de choses en revue avec deux, trois petites choses qui sont classiques. Alors, à commencer, alors c'est pas un truc et astuce, mais on va commencer par ce qui s'affiche en haut à gauche, qui est le nommage de la classe en la view. Il y a un truc qui est important, surtout quand on travaille à plusieurs et qu'on reprend des codes, c'est d'essayer de bien nommer ces choses. Alors, bien nommé, c'est un peu subjectif. Il y en a qui trouveront qu'ils nomment bien les choses et d'autres pas. Souvent, ce qui fait consensus, c'est un peu le nombre. Mais bon, il y a quand même des choses qu'on retrouve un petit peu partout, à savoir les classes et les attributs. On va essayer à ce que ce soit des noms et les méthodes, on va essayer de les tourner de façon à ce que ce soit des verbes ou des actions. Alors, c'est pas hyper important, mais quand même, ça simplifie beaucoup, beaucoup la compréhension de code par la suite. Petit truc qui ne coûte pas grand-chose, quand on crée des classes, par défaut, elles apparaissent avec une couleur de fil qui est rouge de mémoire. Et il est possible de... Ah non, je confonds, c'est la slide suivante. On peut personnaliser l'icône de sa classe. Donc ça, c'est comme un VI. Un petit truc à savoir, par contre, c'est... il y a plusieurs éléments à savoir. Déjà, si on place une classe dans une librairie, il faut savoir que c'est ce qu'on va définir dans la classe qui va primer sur ce qu'on définit dans la librairie. Donc, si on met un en-tête de couleur verte, par exemple, pour la librairie, qu'à l'intérieur, on a une classe où on met un en-tête de couleur rouge, et bien, les VI qui seront dans notre classe à l'intérieur de notre librairie, et bien, ça aura l'en-tête de la classe et pas de la librairie. Donc, pas hésiter à mettre des en-têtes à chacun des niveaux si on fait des imbrications un peu complexes. Normalement, tout s'arrange bien. Un truc que j'ai remarqué et sur lequel je suis tombé sur certains codes, c'est donc on peut définir une icône au niveau de la classe et on peut aussi définir une icône au niveau du CTL et on peut aussi définir une icône au niveau des VI qui sont dans la classe. Dans la classe, on essaiera, pour moi, toujours de définir que l'entête et pas l'icône sur les 32 par 32 pixels. Pourquoi? Parce que si on fait ça, après, au moment de définir l'icône du VI qui est à l'intérieur de la classe, si on utilise les textes et pas les icônes, en fait, le comportement par défaut qui est de centrer les textes, les mettre à gauche, à droite, j'ai remarqué que ça se comportait mal.
si l'icône de la classe était remplie 32 par 32. Alors que si on définit juste un petit en-tête de quelques pixels de haut, le positionnement du texte dans les VI après se passe bien. Voilà, petit retour d'expérience. Autre chose qu'on voit assez peu souvent, je trouve, mais qui aide quand même vachement bien. Donc en LabVIEW, quand on fait clic droit sur un VI, on peut avoir accès aux VI qui sont relatifs au VI sur lequel on a fait clic droit. Donc si je fais clic droit sur une opération mathématique, LabVIEW va me proposer la palette outils mathématiques. Mais en fait, on peut faire la même chose pour une classe que nous, on aura créée. Donc par défaut, si on ne le fait pas et qu'on crée une classe, on le pose sur le diagramme et qu'on fait clic droit dessus, on a accès à la palette de manipulation des objets. C'est cool, mais ça ne permet pas de faire grand-chose concrètement dans un code métier. Et par contre, ce qu'on peut venir faire, c'est définir, lui dire, mais au lieu de m'afficher cette palette par défaut, viens plutôt pointer sur autre chose et montre-moi les VI qui sont à l'intérieur de ma classe, ce qui est quand même vachement plus pratique quand on développe. Et comment ça se passe? C'est tout simple. Dans la view, quand on va dans le menu tout en haut, il suffit juste d'aller dans le menu outils et avancer. Et là, on vient accéder à l'éditeur de palettes. Et là, donc, il y a un petit assistant qui nous permet de venir créer une nouvelle sous-palette, si on veut regrouper dans une sous-palette. Et à l'intérieur, je vais juste venir lui dire, mais dans cette sous-palette-là, je vais avoir tel VI de ma classe, tel VI de ma classe, etc., etc. Et après, je viens juste l'indiquer donc dans la propriété de ma classe à ce niveau-là. Juste pour info, pour que ça puisse apparaître dans le menu déroulant ici, donc il faut que le menu à menu qui soit créé dans l'éditeur de palette, il faut le mettre dans le projet pour qu'il soit détecté. Et après, on vient juste le sélectionner ici. Et comme ça, tous les gens qui viennent utiliser notre classe, ils ont facilement accès à tout un tas de choses de façon super pratique. À condition qu'il soit référencé dans le projet. Autre petit truc et astuce, il y a des fois, je suis tombé sur un truc où il y avait une classe, c'était un acronyme. Bon, concrètement, moi, j'étais pas du milieu, j'étais pas sur le projet, je comprenais absolument pas à quoi ça servait. C'était AXWY, quoi. Et l'explication pour le nommage de cette classe-là, c'était bah ouais, mais si je mets le nom complet du truc, mes nœuds de propriété, en fait, ils sont vachement grands et ça me fait des diagrammes énormes. OK, cool, c'est une explication. Mais il y en a une autre il y a une autre technique qui est plus facile à faire, c'est de bien nommer sa classe avec vraiment tous les mots qui vont bien, comme ça après on peut les rechercher dans les outils de recherche et tout ça. Et il y a un mécanisme dans la view qui permet de venir dire au niveau des nœuds de propriété, si jamais par exemple on a un nom de classe qui est un peu long, ou si on veut enlever le point LV classe qui ne sert pas vraiment dans l'affichage, on va pouvoir venir renommer ce qui apparaît dans le nœud de propriété. Donc, les noms de classes hyper longs qui sont mis en acronyme incompréhensible, moi je trouve que c'est préférable de les laisser en clair et de venir changer ce petit paramètre-là. A priori, on met tout le temps point LV classe. Alors, moi, c'est my Après, si c'était une règle en interne de développement, c'est vrai que le point LV classe, pour moi, il ne sert pas à grand-chose. Mais voilà, un petit truc qui est quand même tout de même assez utile. Ce avec quoi j'avais commencé, mais pour lequel je m'étais trompé. Donc les classes, elles apparaissent avec une couleur de fil qui est rouge par défaut. Là, toujours dans la fenêtre de propriété, c'est super simple et super rapide de personnaliser la couleur de fil pour une classe. Donc quand dans un projet, on se retrouve avec 10, 20, 30 classes, on a vite fait de se retrouver avec des fils rouges partout. Adopter une sorte de petit code couleur en disant tous mes instruments, je vais les mettre avec une couleur de fil bleu, tous mes entrées-sorties fichiers avec une autre couleur, et ça permet de gagner quand même pas mal en lisibilité. Si on jongle entre les 4 variantes de couleurs, et je me souviens plus combien il y a de patterns de fil, mais je pense qu'il doit bien y en avoir une dizaine, ça permet quand même d'avoir plein de styles de fils différents et de pas avoir deux styles de fils qui se ressemblent. Autre petite technique qui coûte pas grand-chose, mais qui permet d'économiser quand même pas mal d'efforts, c'est la création de sondes personnalisées. Concrètement, quand on a une classe et qu'on met une sonde au moment de débugger, ce qu'on a, c'est l'écran de gauche. Donc là, j'ai créé une classe qui s'appelle LugeEvent et dedans, j'avais quelques attributs. Donc ça apparaît sous cette forme-là. Bon, c'est mieux que rien, mais c'est quand même pas très pratique, surtout quand dans une classe, on commence à avoir 10, 20, 30 attributs. Ils s'affichent tous verticalement et les attributs de la fin, on les voit jamais dans la sonde, quoi. Et il y a possibilité de créer ce qu'on appelle donc des sondes personnalisées.
et ça permet d'afficher des informations qui permettent le debug de façon plus simple. Donc, typiquement, moi, comment je m'en sers, c'est pour venir afficher les attributs de la classe, mais de façon bien présentée et beaucoup plus dense que ce qu'on peut avoir avec la sonde par défaut. Et on peut en profiter au passage pour faire deux, trois petits calculs et afficher des informations de debug qui servent bien. Autre personnalisation possible, donc toujours dans la fenêtre de sonde de debug, il y a une petite chaîne de texte, et on peut aussi venir la personnaliser. Donc, comment ça se passe? Pour créer une sonde personnalisée, il suffit tout simplement de venir sur un fil de classe, de venir faire un clic droit et dans Custom Probe, de venir faire un New. Et là, on va créer un VI qui va en fait tout simplement les pré-générer avec un connecteur qui est bien défini. Et on va juste venir définir une face avant et le code à l'intérieur qui permettent d'afficher les bonnes informations. Petite note importante, les sondes personnalisées, on peut les mettre dans la classe, mais c'est pas obligé. Alors, si on veut accéder aux attributs avec des unbundle directement, il faudra nécessairement les mettre dans la classe. Mais on peut aussi définir des sondes personnalisées qui ne soient pas dans la classe, mais par exemple dans la librairie juste au-dessus ou même complètement ailleurs. C'est juste que là, il faudra, pour pouvoir les réutiliser entre plusieurs classes ou ce genre de choses, c'est juste que là, il faudra nécessairement passer par des accesseurs et des VI qui sont publics, quoi. Donc, petit exemple, donc là pour notre classe Luge Event qui permet de démarrer un événement Luge, de l'arrêter, de savoir à quelle heure il a démarré, à quelle heure il s'est arrêté et quelle est la durée de l'événement. Créer une sonde personnalisée qui nous permette de voir rapidement est-ce que l'événement il a été démarré et depuis combien de temps. Il suffit juste de venir donc, faire le clic droit, Custom Probe, New, et de venir mettre ce petit bout de code à l'intérieur qui ne coûte pas grand-chose. Mais si c'est une classe qu'on va utiliser beaucoup et longtemps, ça vaut vraiment le coup de faire des sondes personnalisées. Autre avantage, c'est qu'on peut, pour une même classe donnée, c'est qu'on peut faire plusieurs sondes personnalisées en fonction de ce qu'on va vouloir aller chercher. Donc là, par exemple, c'est une sonde qui me permet de faire du debug sur la fonctionnalité de calcul de la durée. Mais j'aurais très bien pu dire, j'ai une autre sonde qui me permet de voir d'autres infos. Et en fonction de ce qu'on veut débugger, on va choisir une sonde ou l'autre. Donc ça, c'est le petit VI qu'on crée pour avoir la sonde. Et après, dans la classe, au niveau de la fenêtre de propriété, on vient définir quelle est la sonde par défaut qui est affichée. Et au moment de faire le debug, quand on fait clic droit Custom, quand on vient prober, on va pouvoir venir lui dire quelle sonde on veut utiliser. Et on va aussi pouvoir venir lui dire, ici, Generic Probe, c'est juste lui dire, mets la sonde par défaut qu'il y a dans la bio, quoi. Donc à chaque fois que je vais créer une sonde, il va y avoir un petit élément qui apparaît au-dessus là, donc conditional duration, internal data. Si j'en crée d'autres, il va y avoir autant d'éléments ici qu'il y aura de custom prop que j'ai défini. Donc super, c'est pas souvent fait, je trouve, mais super pratique les sondes personnalisées. Ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Pour info, j'ai mis quelques petits chemins de disques en haut à droite. Il y a pas mal de sondes qui existent déjà et qui sont déjà déployées avec la View. Il y en a d'autres qui sont déployées avec les toolkits qu'on utilise. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ces répertoires-là. Pour info, sauf le répertoire JDP Science, il me semble que tout ça c'est shippé par défaut avec l'installation de LabVIEW. Et donc on peut faire déjà pas mal de choses. Pour en finir sur la partie simple, petit truc et astuce. Des fois, quand on fait une modification, on s'aperçoit qu'à peu près tous les VI d'une classe et d'une hiérarchie de classes souvent sont brisés. Et on se dit, d'où vient l'erreur? C'est un peu compliqué. Là, j'ai 200 VI en erreur, je ne sais pas où aller chercher. Dans ces cas-là, moi j'ai constaté, bon, je ne sais pas vous, mais que le plus simple, c'est toujours de remonter les erreurs et de traiter la première. Et en général, quand on traite la première, ça résout tous les problèmes qui sont en suivant. Ouais. On passe à la deuxième section. C'est pas beaucoup plus compliqué, mais il fallait classer les choses. Donc. Juste un petit mot par rapport aux constantes d'objets qui sont placées sur les diagrammes. Donc, quand on prend la classe dans l'explorateur projet et qu'on le met dans le diagramme, normalement, elle apparaît avec un petit cube blanc ici. Et parfois, on tombe sur des codes où le petit cube, il est plus blanc, il est noir.
Et là, on se dit, c'est quoi? C'est un défaut de rendu d'affichage? Non. En fait, c'est pas un défaut de rendu d'affichage, c'est la view, c'est un langage de programmation par valeur. Du coup, ça veut dire que quand je prends une classe et que je la pose dans mon diagramme, concrètement, ça signifie j'instancie un objet. Et qui dit instancier un objet dit j'instancie un certain nombre d'attributs positionnés à certaines valeurs. Donc, quand je le fais, j'instancie un objet avec les valeurs par défaut qui sont définies dans le CTL de ma classe, mais rien ne m'empêche de prendre par exemple une constante, de venir modifier la valeur de certains attributs avec un bundle, de créer un indicateur, et après, si je fais clic droit, transforme cet indicateur en constante, et bien en fait, la constante, ça va être donc une instantiation de ma classe, mais non plus avec les valeurs par défaut, mais avec les valeurs modifiées par l'exécution de mon code. Et à ce moment-là, eh bien, la constante sur le diagramme, elle apparaît en noir. Du coup, ça, c'est vachement, je trouve que c'est vachement problématique parce que il y a des fois, pour coder rapidement, mais on fait clic droit, créer constante, et on commence à utiliser cette constante pour faire un certain truc, sauf qu'elle n'est pas instanciée avec les valeurs par défaut à l'intérieur, et elle est instanciée avec des valeurs qui sont le résultat de la précédente exécution, voilà, qu'on ne connaît pas forcément et dont on ne se souviendra probablement pas par la suite. Du coup, je trouve que c'est un peu dangereux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est un peu dangereux d'utiliser des constantes d'objets comme ça dans le diagramme. Du coup, j'ai pris pour habitude de toujours utiliser ce qu'on appelle dans certains langages des constructeurs. Donc, c'est de me dire à partir du moment où je veux commencer à utiliser une classe, et systématiquement, je vais créer un VI qui s'appelle create ou create quelque chose. Et au moins, je suis sûr que ce que je vais récupérer, eh ben, les attributs à l'intérieur sont positionnés à une valeur que j'ai choisie et qui est définie explicitement à un endroit donné dans mon code. Et dans ton constructeur, tu initialises toutes les données de ta classe. En Tu utilises juste la constante. Donc Alors, t'es sûr que c'est je peux utiliser la constante, mais l'avantage, c'est que quand moi je crée le constructeur, je suis sûr de faire attention à la constante que je mets dans le diagramme. Tu exiles les paramètres que tu veux, le constructeur. Pardon? Le constructeur, tu exiles les paramètres que tu veux. Oui, tu pourrais dire le constructeur, Oui, il initialise avec telle valeur. Ouais. Ça adresse surtout le besoin de dire j'ai pas potentiellement n définitions de constantes différentes avec des valeurs différentes. La définition est centralisée. Il garde tes valeurs par défaut. C'est libre à toi, mais au moins si tu as besoin de les altérer, c'est compatible. Surtout qu'il y a un comportement qui est un peu sioux. C'est donc imaginons il y a le cas qui est que ok, je veux commencer à travailler avec une classe dont par exemple il y a un attribut, je sais pas, port pour me connecter à un instrument. Donc ok, je sais ce que je fais. Donc, je prends une constante, je mets à l'intérieur de cette constante le port 1000 par exemple, alors que par défaut il est à 100. Je le pose sur mon diagramme parce que je suis conscient de ce que je suis en train de faire. J'ai ma petite constante en noir qui apparaît. Ok, très bien, je sais ce que j'ai fait. Constante initialisée. Si donc je vais dans mon code, j'ai la constante initialisée à 1000. Dans mon CTL, la valeur par défaut c'était 100. Imaginons que je la passe à 1000. Je sauvegarde, je ferme le VI et que plus tard je viens la changer à par exemple une autre valeur, par exemple 2000. Et bien, dans mon code, là où j'avais vraiment instancié comme je voulais avec mon petit cube noir qui contient la valeur 1000, le fait d'avoir passé la valeur par défaut par 1000, donc qui colle avec ce qu'il y avait dans le diagramme, au moment où je vais rechanger la valeur par défaut, et bien, là où je l'avais volontairement mis à 1000, et bien, il va passer dans l'état, je suis synchronisé avec la valeur par défaut. Du coup, la deuxième fois où je vais modifier la valeur par défaut, il va passer à 2000. Donc c'est un peu dangereux, je trouve, de procéder comme ça. À mon avis, cette représentation-là, elle n'est pas faite pour dire aux utilisateurs utiliser une constante avec une valeur par défaut changée. Elle est là pour Je suis le seul à perdre le son. Non, non, moi c'est pareil. Ok. Il doit y avoir des problèmes de connexion réseau, je pense. Ouais. Ah bah voilà. Allez. Allez, on autorise Nicolas Batz dans la salle. Hop. On vous Pardon. entendez plus. C'est bon Partager.
On a dû louper les 30 dernières secondes. Un truc Je suis de comme ça. retour normalement. Ouais, je dis ça parce que aller initialiser une constante avec une valeur spécifique pour un des attributs de ton objet, il faut déjà que tu aies construit le constructeur, que tu fasses, enfin, la manip pour le faire est déjà pas simple. Et Ah, ce qui arrive, c'est que des fois, tu le fais sans t'en rendre compte. Et donc, la BIOU te dit, c'est noir d'ailleurs, te dit, fais gaffe, quoi. Mais c'est vraiment pas pour te conseiller de passer par ça. Ouais, donc, mais donc tu peux l'astuce, le c'est faire. bien de. Enfin, pour moi, il y a deux trucs. Il y a vraiment le tu le fais et par souci de rapidité et tout ça. Et il y a vraiment l'autre qui est aussi ce truc avec le truc de la valeur par défaut. Il dit à partir du moment où tu passes Oui. par la même valeur par défaut, il rechange l'avenir. Enfin bref. Du coup, moi, j'ai pris le parti de plus trop utiliser ça et de passer systématiquement par des constructeurs. Et c'est pas un constructeur à proprement parler. Et j'essaie de venir le vérifier, c'est-à-dire que sur des codes existants, de venir scanner toute une base de code et de venir vérifier la valeur de cette constante-là. Si jamais j'y trouve des constantes d'objets, de venir vérifier qu'elles sont bien en synchronisation avec la valeur par défaut. Et sinon, je lève un red flag pour dire attention, là, danger, va peut-être falloir faire quelque chose. Autre petit point qui est pas mal pratique et qui n'est pas toujours connu, c'est au niveau des accesseurs. Donc, quand dans une classe, on veut pouvoir accéder dans un VI qui n'appartient pas à la classe aux attributs, on est obligé de créer ce qu'on appelle des accesseurs et mutateurs. Ouais. Donc, dans la view, on peut venir faire clic droit, créer nouveau. Il y a cette petite fenêtre qui apparaît. Et en bas de cette petite fenêtre, il y a une case à cocher qui est faire en sorte que ces accesseurs soient accessibles via un nœud de propriété. Donc, cocher cette case, concrètement, ça permet par la suite d'utiliser un nœud de propriété, donc comme représenté sur la droite, plutôt que des VI simples pour venir accéder aux attributs d'un objet. Alors, moi, je trouve que cette notation, elle est beaucoup plus dense, elle est beaucoup plus compacte et beaucoup plus simple à utiliser. Donc, j'ai davantage tendance à utiliser ça plutôt que des VI simples. Et ensuite, autre petite bonne pratique que j'essaie de m'infliger, c'est de toujours donc regrouper ces accesseurs dans un virtual folder dans une classe. Bon, moi, je le nomme toujours property, mais bon, après, libre à chacun de le nommer comme il veut. Et j'essaie aussi toujours de regrouper ces accesseurs dans un répertoire sur le disque. Alors, pourquoi je fais ça? Pour plusieurs raisons. Généricité des façons de coder, donc c'est plus simple d'arriver sur un code qu'on ne connaît pas avec toujours la même façon d'organiser le code. Et pour faire de la maintenance aussi, c'est beaucoup plus pratique. Et pour pouvoir venir faire de la vérification automatique, donc avec des outils, ça permet de simplifier aussi le travail. Donc, cocher la petite case Make Available through Property Node, ça permet donc de pouvoir y accéder à des attributs via des nœuds de propriété. Et concrètement, dans l'explorateur projet, ça a créé des virtual folders avec une petite clé noire. Autre petit truc et astuce, c'est au niveau de ces accesseurs, on n'est pas obligé de créer des accesseurs pour accéder à un attribut dans la classe. Donc là, par exemple, dans ma classe, j'y stocke deux timestamps, le timestamp de début et le timestamp de fin. Mais dans ma classe, je ne vais pas avoir un attribut qui représente la durée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne me sert à rien. La durée, je peux la retrouver automatiquement à partir de deux autres attributs. Donc ça ne sert à rien de créer un attribut duration à l'intérieur de ma classe et de créer un accesseur dessus. Je vais directement créer un accesseur. Et cet accesseur-là, je vais utiliser d'autres attributs pour pouvoir envoyer une valeur. Ça, c'est des trucs que dans d'autres langages de programmation, j'ai vu, mais en LabVIEW, j'en vois pas souvent et je comprends pas trop pourquoi, parce que c'est quand même drôlement pratique dans un nœud de propriété de pouvoir accéder à tout un tas de valeurs calculées qui ne correspondent pas forcément à un attribut, mais à un calcul par rapport à plusieurs attributs, quoi. Petite mise en garde quand même, attention, quand on utilise des nœuds de propriété, c'est quand même moins performant que d'utiliser les VI. Donc, moi, je trouve plus pratique pour l'écriture.
Donc, si c'est par exemple, on communique avec un instrument, je vais configurer le hostname et le port au début de mon programme. Voilà, j'en ai un peu rien à faire parce que ça s'exécute qu'une fois et clairement, si ça prend une milliseconde de plus, ça m'est égal. Par contre, si on se place dans une boucle cadencée à une certaine vitesse, là, il faudra peut-être réfléchir à pas forcément utiliser le nœud de propriété, mais vraiment utiliser le VI parce qu'en termes de performance, on va y gagner. Voilà, petit laïus sur les accesseurs qu'on peut utiliser à travers des nœuds de propriété. Pour continuer dans cette lancée-là, donc on a vu que le fait de cocher la petite case, ça nous permettait d'accéder à un certain nombre d'attributs via un nœud de propriété. Donc quand on colle le nœud de propriété sur le diagramme, après on clique dessus pour sélectionner à quel nœud de propriété on veut accéder. Et par défaut, tous les nœuds de propriété ils vont s'afficher les uns après les autres et ils sont classés par ordre alphabétique. Problème, quand on a des grosses classes avec potentiellement 10, 20, 30 attributs, avoir juste une ligne sur un niveau hiérarchique classé par ordre alphabétique, c'est pas forcément pratique. Et en fait, si on peut organiser tous les attributs avec une notion d'arborescence comme ça, ça se passe pour essayer de faire des groupements logiques. Donc là, dans ma classe où j'ai un certain nombre d'attributs, par exemple, heure de démarrage et heure de fin et durée, je les ai regroupés à l'intérieur d'un élément de menu timing et les autres, je les ai laissés au niveau principal. Donc ça permet de faire un code qui soit quand même plus facilement utilisable par les autres pour la suite. Et alors pour faire ça, il faut aller dans la fenêtre des propriétés de la classe, dans la section Item Settings. Et quand on va sélectionner, donc, alors non pas l'accesseur en lui-même, mais juste le petit virtual folder avec la clé noire, et ben dans Localize Long Name, en fait, si on met le séparateur qui est utilisé, c'est le 2 points. Donc si on met timing 2 points duration, et ben l'accesseur dans mon nœud de propriété, il sera dans l'élément timing et à l'intérieur de cet élément timing dans duration. Et on peut enchaîner comme ça sur 3, 4, 5 niveaux, peu importe. Mais on peut regrouper les éléments comme ça. C'est une technique que pour les vieilles polymorphiques. C'est 2 points aussi le séparateur? Ouais, ouais, c'est la même technique. Mais franchement, sur des grosses classes, c'est vraiment. Ça sauve vraiment. Et surtout quand on ne connaît pas le code, en fait, ça sauve vraiment d'avoir les trucs un peu groupés de façon logique parce que sinon, on se retrouve très vite avec des longues listes qui parfois même dépassent l'écran. Enfin, c'est vraiment pas pratique à utiliser. Donc voilà, petite technique pour faire un peu de rangement. Check, check, check. Quand on fait, on a vu tout à l'heure, clic droit sur une classe ou un fil de classe, ou si on va voir dans la palette, donc il y a un certain nombre de petits VI qui sont disponibles par défaut avec la view. Si on y regarde d'un petit peu plus près, au moment où on installe la view, il range aussi d'autres VI qui sont super intéressants, mais je ne sais pas pourquoi, pas présentés dans la palette objet, et qui permettent de faire des choses super cool. Alors, ils sont tous accessibles, hein, ils sont tous publics et tout. Et donc, je vous invite à aller regarder donc, dans le répertoire d'installation de la view via lib utility LV class. Et vous allez voir, il y a tout un tas de trucs vachement sympas pour faire voilà, un petit peu d'analyse de code statique, un petit peu de scripting. Enfin, bref, Ils sont documentés. Je crois pas. Mais en vrai. C'est pour ça qu'ils sont pas dans la. Mais en vrai, il y a toujours 4-5 contrôles indicateurs. Enfin, on comprend quand même rapidement ce que ça fait. C'est des trucs assez bas niveau. Donc, moi, je m'en suis servi. Ça m'a été utile, quoi. Et autre petit truc qui existe et qui sont accessibles, si vous utilisez un nœud de méthode, et donc avec application par défaut en termes de référence, il y a un élément de menu qui s'appelle LabViewClass et il y a 2-3 petites méthodes qui sont aussi assez sympas et qui permettent de faire pas mal de choses. Donc typiquement, c'est venir récupérer une classe, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, voir de qui elle hérite, voir quelles méthodes sont réimplémentées, tout ça, tout ça. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui existent et qui sont intéressantes à aller explorer. Alors, ça, c'est pas un truc et astuce, mais ça fait un petit moment que j'essaye de faire un petit peu d'analyse de code statique, notamment avec VI Analyzer. Donc, pour faire de l'analyse sur des VI, c'est super sympa. Et moi, je suis un peu frustré parce que, en fait, pour analyser des fichiers classes et des fichiers librairies, en fait, VI Analyzer, il peut rien faire. Il peut analyser que des VI.
Et j'aurais quand même bien aimé pouvoir créer des règles pour dire bah, analyse-moi toutes les classes de mon projet. Et dans toutes mes classes, je veux un virtual folder internal avec l'access scope private, avec un virtual folder property. Va vérifier sur le disque que tous mes getters et mes setters ils sont bien rangés dans un seul et même répertoire, etc., etc. Du coup, voilà. Je pense pas que ce soit dans la roadmap d'Annie, mais j'ai ouvert une suggestion sur l'ID Exchange. Allez mettre des pouces. Si c'est implémenté, ça me rendra vachement service. Tu as essayé de le mettre sur la roadmap ou pas? On a la roadmap maintenant des logiciels. Non, je sais. Si tu vas sur ami.com/roadmap, Ok. tu vois la roadmap des tous nos softs, la view Et le toolkit et tout ça. Alors non, les softs principales, la view, Ok. la restaurant, testant, system int, et tu peux soumettre une idée. Ah ben. C'est l'édition qu'il faut oublier, c'est ça? Alors, C'est lié ou c'est pas lié? c'est la question que je me pose. Je vais regarder. Mais je sais que il y a des gens qui passent par le site de la roadmap. Bon, en vrai, je ferai les deux, hein, si ça peut. any.com/roadmaps avec un S. Et tu vois tout ce qui est amené, ce qui a été fait en N-1, en N, en N+1. Non, c'est pas ça? Bon, j'irai regarder. Mais ouais, enfin, moi, je trouve que ça serait une super idée de pouvoir utiliser le VI Analyzer pour faire de l'analyse de code sur des librairies et des classes, quoi. Et des projets aussi, d'ailleurs. Mais bon, bref. Donc voilà pour la partie intermédiaire où c'était un petit peu plus compliqué, mais pas tant que la partie. Ouais. Et donc là, quelques autres petites techniques pour terminer, dont certaines dont j'ai déjà parlé à la présentation précédente, qui est sur la personnalisation de son environnement de développement. Alors, par défaut, quand on fait un clic droit à nouveau VI ou quand on fait un clic droit à nouveau VI en statique ou dynamique dispatch, il y a un modèle de VI qui est utilisé par défaut, qui est bah, voilà, objet in, objet out, pareil avec les erreurs, dans une structure d'erreurs, avec un commentaire qui sert à rien. Et ben, moi, je préférerais que quand je fais clic droit à nouveau VI en static dispatch, plutôt que le commentaire qui sert à rien, je préférerais mettre mon super commentaire qui sert vachement plus, quoi. Donc, en fait, il est possible de changer le template du VI par défaut qui est utilisé quand on crée un nouveau VI en statique ou en dynamic dispatch. Pour ça, il faut aller regarder toujours dans le répertoire d'installation de la view, donc à l'endroit qui est indiqué à l'écran. Il y a un petit VIT qui est pas protégé, je crois. Et donc c'est ce VIT-là qui est utilisé par la view pour scripter tout un tas de choses. Et donc si on vient changer des trucs à l'intérieur de ce VI template, ben, ça sera repris à chaque fois que je crée un nouveau VI en statique ou en dynamic dispatch. Donc rajouter des commentaires, enlever le commentaire par défaut. Il y a certaines personnes qui mettent jamais de erreur structure dans leur VI. Ben pareil, on peut l'enlever si on a plutôt cette habitude-là. Enfin, bref, on peut changer tout un tas de comportements par défaut, ce qui permet de gagner du temps à toujours aller enlever les trucs qui ne nous servent pas. Pareil avec les accesseurs, donc les get et les set. Donc c'est pas dans le même répertoire, mais c'est rangé juste à côté. Il y a deux VI templates qui existent. Alors il y en a beaucoup plus. Il faut aller voir pourquoi, mais en fait il y a tout un tas de variantes. Il y a un accesseur pour les scalaires, il y a un accesseur pour les tableaux 1D, tableaux 2D, etc., etc. Mais bon, on va simplifier. Un accesseur pour un scalaire, donc qui serait un numérique, une string ou un booléen. Et bien, on va pouvoir venir personnaliser ces accesseurs. Donc, par exemple, en enlevant la erreur structure, si on estime qu'un getter, il doit toujours envoyer la valeur, même s'il y a une erreur en rentrant. Autre petite chose, la plus importante pour moi. Alors, j'ai jamais compris pourquoi, quand on crée un accesseur, c'était read quelque chose, et quand on crée un mutateur, c'était write quelque chose en l'objet. Quand on fait clic droit, créer des accesseurs, il nous fait un read le nom de mon attribut, write le nom de mon attribut. Alors, dans tous les autres langages de programmation, c'est get et set. Donc, pour moi, je ne comprends pas pourquoi ça devrait être différent en LabVIEW, surtout que ça porte à confusion, je trouve, avec quand on fait des communications réseau, communications instruments, c'est toujours read, write. Bref. Et donc là, plutôt que de le changer à la main à chaque fois qu'on fait un clic droit, créer un accesseur, il y a moyen d'aller changer un petit VI dans le répertoire d'installation de LabVIEW pour qu'à chaque nouvel accesseur créé, il utilise get et set ou une autre convention de nommage si jamais on a décidé d'autre chose. Pareil, quand on crée un VI en statique ou dynamic dispatch, il y a toujours l'objet en contrôle et en indicateur. Par défaut, c'est nom de l'objet in et nom de l'objet out.
Bon, mais il y a certaines personnes qui mettent le out mais pas le in, ou si on décide d'une autre convention, on peut aller changer le comportement de la view par défaut pour venir mettre la chaîne de texte qui nous va bien et pas avoir à le faire à la main à chaque fois. Si on veut pousser encore, quand on crée une nouvelle classe, la view il génère une icône de classe par défaut. Il génère aussi une icône pour le CTL par défaut. Donc c'est le petit cube avec une couleur qui change. C'est rouge, après jaune, après bleu, après vert. Et bien on peut venir changer les VI qui sont censés générer l'icône par défaut. Donc par exemple, créer un CTL qui est à l'image de la société ou qui n'est pas ce petit cube moche qui sert à rien. Enfin bref, on peut venir changer ça. Plein d'autres choses à changer. Je ne vais pas forcément les passer en revue, mais il y a un autre VI qui permet de changer le comportement quand on crée un VI qui override une méthode d'une classe parente. Il y a aussi un VI qui permet de venir changer le comportement quand on fait une sélection et qu'on va dans le menu créer sous VI avec la sélection qu'on vient de faire. Bon, bref, on peut changer tout un tas de choses. C'est assez personnalisable. Ah, par contre, ouais, alors, pour ça, il faut faire un peu de scripting. Autant tout ce qui était VIT avant, on changeait une fois le VIT, on l'enregistre sur le disque et puis après ça se fait en automatique. Là, pour ce qui est de créer un sous VI, et en fait, c'est pas un remplacement, ça va être là un. Tu peux laisser le comportement par défaut et puis après venir faire d'autres choses en plus. Ah bah après tu mets un code, tu mets ce que tu veux à l'intérieur. Là, l'exemple que j'ai mis, c'est juste je rajoute un contrôle numérique sur la face avant, mais en vrai, ça pourrait devenir de dire quand je crée un sous-VI, tu pourrais venir ajouter un commentaire. Un sous-VI a été créé, pensez bien à la structure d'erreur, pensez bien à faire ci, pensez bien à faire ça, pensez bien à commenter le sous-VI. Enfin, bref, invente ce que tu veux, quoi. Un petit point par rapport à la réentrance. Alors ça, s'il y a des gens qui ont des infos, je suis preneur, on peut en discuter après aussi. Au niveau de la réentrance, les VI en dynamic dispatch, on peut les préallouer, on peut les shared préallouer, mais on peut pas les. Non, on peut les shared réentrants, mais pas les préallocated réentrants. Bon, j'avais eu une réponse de Henny il y a quelques années. J'ai jamais vraiment accepté ou compris la réponse, mais bref, sur les VI en dynamic dispatch, parmi les 3 modes de réentrance qui existent, mais le troisième ne sera pas accessible. Donc il faut faire attention quand on développe des classes à l'intérieur, si on met moi j'appelle ça des variables statiques, de type first call, feedback node, ce genre de choses. Le fait qu'on puisse pas utiliser la réentrance préallouée, il faut faire attention, il y a des fois, ça sera forcément une réentrance shared, et donc potentiellement, en fonction de comment le code il est agencé, il pourra y avoir des petites inversions et des dysfonctionnements. Donc faire attention à ça. Pour info, les fichiers classes sont des fichiers semi-textuels, donc c'est un peu comme les fichiers projets, c'est-à-dire qu'on peut aller un peu trifouiller à l'intérieur pour faire tout un tas de choses. Il y a quelques temps, j'avais fait une présentation sur le versionnement des fichiers projets en LabVIEW, où j'avais regardé un peu comment faire le ménage pour pas forcément toujours tout commiter. Et là, pour les classes, c'est un petit peu pareil. On peut faire un peu de ménage sur LabVIEW, il vient mettre tout un tas de choses à certains endroits. Et certaines infos, ça fait un peu des commits superflus, je trouve, donc on peut venir faire des choses à ce niveau-là. Tac, 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 j'en ai plus pour longtemps. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont déjà essayés à faire donc, des tests unitaires avec des librairies ou des classes, mais il y a une question qui se pose, c'est quand dans une librairie ou une classe, on définit des méthodes en privé, comment est-ce qu'on vient faire du test unitaire dessus? Alors moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'avoir un projet séparé qui contienne le code avec qui réalise les tests unitaires, et donc de venir déclarer une librairie, et je mets mon code qui teste à l'intérieur, et c'est de venir déclarer cette librairie comme ami de la classe, et dans la classe de ne plus utiliser l'access scope privé, mais d'utiliser l'access scope community pour venir dire, voilà, ces VI-là, je n'ai pas le droit de les utiliser à l'extérieur, mais par contre, ma librairie de test, elle va pouvoir quand même être autorisée à venir faire du test unitaire sur les VI internes à ma classe.
Mon expérience et ma manière de faire, c'est de dire je ne teste que les VI publics. Alors oui, Et c'est si je dois tester quelque chose de privé, c'est bah, le je seul vais, interface. voilà. C'est Et le point si je dois tester Ouais. quelque chose de privé, bah, je vais utiliser mes VI publics pour les tester. Que j'aurais répondu aussi. Voilà. Ok. Et gérer un deuxième projet juste pour les tests unitaires. C'est- Déjà faire des tests unitaires dans le projet, c'est déjà Rajouter de la super bien. sueur à la sueur. Ouais, je Alors, pense. Moi, je les mets toujours dans un projet à côté pour que, enfin, genre, si le projet il s'ouvre, faut pas qu'il y ait les vieilles Karaya et dans mon projet, tu vois. Enfin, faut pas que j'ai de dépendance. Ouais, moi, j'ai un VIPC à côté de mon projet qui installe toutes les dépendances du projet nécessaires pour le projet. J'ouvre un projet, je récupère un projet, je installe le VIPC, j'ouvre le projet, qui est du Karaya, Ok. pas du Karaya. Parce qu'on est d'accord que tes vieilles privées, tu t'en serviras pas en dehors de là où ils sont censés être appelés par les vieilles publiques de ta classe. Après, on mais- peut comprendre le besoin de On peut tester des comprendre le petites besoin. briques à Et l'intérieur. s'il y a un impact, tu le verras dans la classe, dans la fonction. Normalement. dans- Si tu le vois pas, c'est que Mais- les VI publics n'appellent jamais le. de façon moins directe, tu le verras, mais de façon moins directe, quoi. Oui. Je suis d'accord. Clairement, là, pour moi, c'était faire du test de non-régression sur des VI internes en disant juste j'ai 2-3 Ouais, cas. ouais. Mais bon, bref, voilà, c'était une expérience que je voulais partager. Et dernier élément, c'est j'y avais jamais pensé. Non, mais ça, faut oublier ça. Eh ben, je suis pas d'accord. Moi, Non, non. moi Non, j'ai tu peux essayé. Et utiliser. franchement, Tu peux c'est pas mal. utiliser. Ah, si, si. Tu peux. Si. Eh ben, en termes de statistiques de compilation, j'étais étonné, c'était plus efficace que mon code qui avait pas d'objet. C'est aléatoire. C'est le compilateur qui fait c'est aléatoire. Tu as un coup de bol. Ah bah peut-être. J'aurais dû jouer à l'autre là. C'est sûr, tu as eu un coup de bol. Tu étais sur un programme simple, en fait, et le truc, il a fait aucun effort. Alors, c'était pas un programme hyper complexe, je suis Non, mais d'accord. c'est ça, c'est un coup de bol. Mais en vrai, alors on est d'accord que objet sur FPGA, Dynamic Dispatch, on oublie, hein, Ah non, ça c'est sera sûr. pas possible. Mais par contre, on a toujours accès au static dispatch. Et en fait, là, l'idée, c'était pour gérer différentes configurations matérielles enfin, avec un seul et même code FPGA. Du coup, moi, ça m'a quand même simplifié mon code. Et en termes de statistiques de compilation, c'était mieux que quand j'utilisais pas la version objet. En termes de performance à l'exécution, je m'en souviens plus trop, mais en général, il y avait pas de- Je pense sont imposés par le design. Donc, quand tu matches tes requirements, c'est et du coup, je me suis dit, ben, en fait, pourquoi pas? Je l'ai utilisé moi aussi, et dans un sens, j'en étais très content, dans le sens où j'avais besoin de tester les trucs sur une plateforme, puis sur une autre, j'avais pas exactement les mêmes ressources. Et quand on utilise un petit peu de Dynamic Dispatch, Statique. effectivement, c'est statique, et Ouais. là, juste en jouant là-dessus, moi, ça m'adressait très bien pour moi, ça, Et j'avais un besoin, c'était de benchmarker, de dire, allez, je vais avoir tant d'instances de trucs qui vont tourner. Mais le deuxième enjeu, c'était d'avoir N fois sensiblement de code en parallèle, et de façon d'arriver à avoir N fois les mécanismes de communication qui allaient avec. C'était me rappeler dans les classes, globalement, ça allait pas mal. Un cas d'usage en particulier. Voilà. C'est ça. Je dis pas que c'est la Pour moi, c'est la question d'intérêt, c'est si tu veux associer de l'UML à ton design hardware. Parce que tu as une transcription directe. Alors ça, franchement, moi, je n'ai vu aucun intérêt. J'ai gagné avec Community dessus il y a pas mal d'années, en disant, ouais, on sait faire d'objets sur du FPGA, mais c'est uniquement pour dire, si vous avez de l'UML, ce sera plus facile à faire le lien entre la doc et le code. Et après, Bon, les avis sont partagés. un cas d'usage, facile des codes. Bon, démo, j'avais préparé un petit projet avec une classe et les différentes captures d'écran qu'il y avait. Donc, on peut le passer en revue si vous voulez, mais bon, il n'y a rien de très compliqué, de transcendant. Donc, je vais passer directement à la fin vu que l'heure tourne. Donc voilà, c'était juste quelques petites pratiques et constatations que j'avais vues et que je trouvais intéressantes à partager. Juste pour info, concernant la programmation orientée objet, moi j'aimerais bien faire 2 autres sujets qui sont en lien avec l'objet. Donc un premier qui, par exemple, présenterait donc les différents design patterns existants, alors peut-être pas tous, mais au moins quelques-uns, voir concrètement comment ça se retranscrit en LabVIEW. Et éventuellement une autre présentation, peut-être avec Olivier, à voir Fight sur les. Ça, on n'a pas pensé une fight sur les. à voir pour les gens qui n'utilisent pas l'objet tous les jours et qui ne sont pas convaincus qu'il faille l'utiliser tout le temps, de dire voilà un exemple de projet concret. Ne pas utiliser l'objet, ça aboutit à ce code. Utiliser l'objet, ça aboutit à ce code. Clairement, vis-à-vis de cette problématique, ça va nous apporter ce gain, etc. etc. Vous pouvez voter si vous êtes intéressé par la présentation. Nous, on est intéressé par la faire.
Encore le fight by rate ou by value, effectivement, Alors, moi, je suis du camp by value, moi, perso. Et j'ai pratiqué les deux. Mais bon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les trucs et astuces sur la programmation orientée objet. Merci. C'est